Claire est une adorable petite fille. Elle adore lire et dessiner, et surtout les bandes dessinées de super-héros. Elle passe beaucoup de temps dessus. Elle les lit et ensuite elle essaye de dessiner les héros. Elle aime aussi beaucoup jouer aux jeux vidéo avec ses amis. C'est vraiment une enfant adorable qui travaille dur à l'école et qui rêve de devenir ingénieur en aérospatial pour construire des fusées. Tout le monde autour de nous l'aime. Et je suis sûre que vous l'aimez aussi. Comment ne pas l'aimer? S'il vous plaît, qui que vous soyez, je vous en supplie, ramenez-la nous. Rendez-la nous, je vous en prie, s'il vous plaît. Faites-nous au moins un signe pour nous dire qu'elle va bien. Je ne dors plus depuis que mon bébé a disparu. Nous ne porterons pas plainte. Nous vous le promettons. Tout ce que nous voulons, c'est pouvoir serrer notre fille dans nos bras. Je sens les mains de mon mari, Chris, se crisper sur mes épaules. Et je retiens un sanglot. Claire, mon bébé. J'essuie les larmes qui me brûlent les yeux, tandis que l'inspecteur de police en charge de l'enquête prend le relais. Les journalistes le bombardent de questions à propos d'éventuels suspects, pendant qu'un enquêteur nous guide gentiment, Chris et moi, vers une salle de repos un peu à l'écart de la foule bruyante. Je jette un coup d'œil en direction de mon mari. Il est blême, et sa mâchoire est si serrée qu'il pourrait se briser les dents. Heureusement qu'il est là. Je ne sais pas comment j'aurais pu supporter cette épreuve sans lui à mes côtés. 5 jours. Ça fait 5 jours que Claire, notre fille, a disparu. 5 jours que je ne dors presque plus, ne mange presque plus, pleure beaucoup trop. 5 jours. Mon mari et moi n'avons pas dû passer plus d'une dizaine d'heures chez nous depuis. À peine le temps de prendre une douche et de serrer notre fils aîné Léon dans nos bras. La police a dévié notre ligne de téléphone jusqu'à un poste dans une salle à part, au cas où les ravisseurs appelleraient. Chris aide les recherches bénévoles à l'extérieur, tandis que je reste au poste près du téléphone. J'aide du mieux que je peux en faisant une liste des personnes qui auraient pu approcher Claire. Pendant ce temps, Léon garde la maison, au cas où Claire réussirait à rentrer seule. Il est tellement courageux. Rester seul ainsi, à attendre le retour de sa petite sœur. Il fait de son mieux pour nous soutenir, et appelle régulièrement pour essayer de nous remonter le moral. C'était lui qui nous avait prévenus, le jour de la disparition de la petite. Elle n'était pas encore rentrée 2 heures après la fin de ses cours, et Léon n'avait pas reçu de SMS pour le prévenir. Alors, il voulait savoir si on savait où elle était. Au début, on avait cru qu'elle était allée jouer chez un ami et qu'elle avait oublié de nous prévenir. Bon, ça aurait été la première fois, mais c'était l'explication la plus logique. J'en avais discuté avec Chris, et on avait simplement dit à Léon de nous prévenir quand elle rentrerait. Un simple avertissement suffirait, ce n'était pas grave. Par acquis de conscience, je l'avais appelée sur son portable, mais elle n'avait pas décroché, alors j'avais juste laissé un message. Seulement, quand j'étais rentrée du travail, notre princesse n'était toujours pas là. J'avais prévenu Chris et, avec son frère, nous avions téléphoné aux parents de ses amis pour savoir si elle était chez eux, mais rien. Aucun d'eux ne l'avait vue. Chris était arrivé à ce moment et nous étions tous les 3 allés dans le commissariat le plus proche, pour demander de l'aide. Mais les policiers nous avaient renvoyés chez nous ce soir-là. Selon eux, c'était juste une simple fugue, et notre fille rentrerait demain, après-demain ou plus tard. Comme si c'était possible. Claire n'avait aucune raison de fuguer. Elle avait des amis, des bonnes notes. Nous lui avions offert un téléphone portable, et elle avait de l'argent de poche. Et puis, je discutais souvent avec elle de l'amour et de ces choses-là. C'était pas gênant si elle avait eu un amoureux. Elle le savait. On ne s'était pas disputé. Nous ne l'avions jamais frappé ou maltraité. Bon, certes, il lui arrivait de faire des bêtises par moments, comme toutes les filles, mais une petite punition, comme juste une privation de jeux vidéo ou une interdiction de sortir avec ses amis, c'était tout ce qu'on faisait généralement.
En plus, elle était partie à l'école normalement, sans prendre d'argent sur elle, ni même son chargeur de téléphone. Tout ça s'était resté dans sa chambre. Un brouhaha soudain, ainsi que des bruits de pas me sortirent de mes pensées. Cette foutue conférence de presse était enfin finie. Je déteste la façon dont ces journalistes se jetaient sur nous comme des mouches sur un cadavre. Mais je dois faire avec. Comme dit mon mari, plus les gens parlent de notre fille, plus il y a de chances pour que quelqu'un la retrouve ou se souvienne de quelque chose d'utile. L'inspecteur nous a enfin rejoints pour faire le point avec nous, mais il n'y avait rien de nouveau depuis hier soir. Le témoignage de ses amis et du chauffeur de bus était formel. Claire avait pris le bus à son horaire habituel ce jour-là, et elle était descendue à son arrêt, seule. Il n'avait remarqué personne d'inhabituel descendre avec elle, et personne ne l'avait suivie non plus. Il y avait que 10 minutes de marche entre l'arrêt et la maison, mais elle n'était jamais arrivée. Mon cœur rate soudain un battement, et je me sens prise d'un vertige. Je suis épuisée, nauséeuse, et je me sens sale. Je ne me suis pas reposée depuis plus de 24 heures, et mon corps commençait à me le faire payer. En voyant mon état, Chris m'a proposé de prendre ma place près du téléphone, pendant que j'allais faire une pause à la maison, me doucher, manger, dormir un petit peu, et profiter de la présence de Léon. Le pauvre, enfermé sans personne pour lui tenir compagnie à la maison, à attendre le retour miraculeux de sa petite sœur. Il se sentait coupable. Il disait que s'il était parti à sa recherche plus tôt, au lieu de simplement nous appeler, il aurait peut-être pu la retrouver. Oui, mon mari avait raison. Il fallait que je m'occupe un peu de notre fils aîné. Pour lui aussi, la situation était difficile, et je ne voulais pas qu'il pense que nous le tenions pour responsable. Lui aussi, c'est un garçon adorable. Un peu timide, un peu introverti, mais si gentil. Léon est un garçon très brillant, dont nous sommes extrêmement fiers. Il passe beaucoup de temps à travailler pour sa 2e année de médecine, même si, depuis la disparition de sa sœur, il refuse de quitter la maison. Il nous dit qu'il refuse de retourner à la fac comme si de rien n'était, tant que sa petite sœur n'était pas de retour. Alors, il étudie dans le salon, à côté de la fenêtre, pour surveiller la rue au cas où Claire reviendrait. Enfin rentrée. La maison est triste, vide et silencieuse. Léon doit être dans sa chambre. Je vais aller le voir avant d'aller me doucher. J'avance doucement jusqu'à sa chambre et toque avant d'ouvrir la porte. C'est étrange, il n'est pas là. Rapidement, je fais le tour de la maison. Il n'est ni dans le salon, ni dans la cuisine, ni dans la chambre de Claire ou la nôtre. La salle de bain était également vide. Un poids me tomba sur l'estomac tandis que je commençais à m'inquiéter. Et s'il disparaissait à son tour? Je refis le tour de la maison, paniquée, en l'appelant de toutes mes forces, avant de sentir une affreuse odeur dans un coin. Ah! Léon avait encore dû manger dans sa chambre, ou dans le salon, et un bout de nourriture avait dû glisser et pourrir dans un recoin. Je lui interdisais toujours de manger ailleurs que dans la cuisine, mais bon, à son âge, on a du mal à écouter ses parents. Enfin bon, je passerai l'éponge pour cette fois. Parce qu'avec tout ça, si manger dans son lit l'aidait un petit peu à tenir le choc. Je me suis mise à chercher, et je remarque alors que l'odeur semble provenir du grenier, là où se trouvait la trappe d'accès. Un animal mort? J'entendis alors un bruit, comme un meuble qu'on tirait et qui provenait de là-haut. Je me suis dit que ça devait être lui, et j'ai tiré l'échelle d'accès pour monter et passer ma tête par l'ouverture. Bon sang, l'odeur a failli me faire tomber, mais qu'est-ce que c'était que cette horreur? J'aperçois enfin Léon, son masque anti-Covid sur le visage. Sûrement pour se protéger lui aussi de la puanteur. Il a probablement dû sentir l'odeur et essayer de chercher l'animal en décomposition qui devait traîner dans le coin. Je monte complètement et je m'approche de lui tandis qu'il s'agite pour tenter de former une vieille malle qui datait de mon enfance. Mais qu'est-ce qui se passe? À l'intérieur, on dirait qu'il y a une espèce de mannequin. Non, pas ça, on dirait... Des membres humains? Non! La chaleur!
L'odeur, les insectes. J'ai l'impression que je veux m'évanouir. Fébrile, je pousse Léon sur le côté et ouvre la malle en grand. Mais... Claire! Là, mon bébé, mon petit bébé. Non, ça peut pas être mon bébé. Ce petit corps mutilé, à moitié disséqué, en décomposition. Ça ne peut pas être ma princesse. Léon, pourquoi? Comment? Et il n'a pas pu faire une chose pareille à sa petite sœur? Je hurle ma souffrance à m'en déchirer la voix. Non, ça ne peut pas être possible, c'est un cauchemar. Mon cri se fige dans ma gorge, alors qu'une violente douleur me brûle le dos. Confuse, je baisse les yeux au niveau de mon ventre, la pointe d'un énorme couteau de boucher qui me transperce de part en part. Juste avant de perdre connaissance, j'entends la voix de mon fils. Désolé maman, tu n'aurais jamais dû voir ça.